suis Anne Etienne, je suis professeure à l'Université de Lille spécialisée en génie logiciel et je suis membre élu spécif au CNU. Et donc, bon, je rends à César ce qui appartient à César, donc ces slides, je les ai pas faites toutes seules et je remercie mes collègues qui ont fait des slides et je m'en suis largement inspirée, donc voilà. Et Élise Bonzon et Morgane Magnin sont deux autres membres élus de Spécif Campus. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'avancement de grade. Il y aura d'autres présentations sur les d'autres sessions CNU. Et ma présentation va être divisée en trois parties. Je vais quand même vous parler de Spécif Campus. Je vous parlerai du CNU. Et après, je vous parlerai de l'avancement de grade. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on va commencer doucement et pour laisser les autres arriver. Donc, Spécif Campus, c'est une association à caractère professionnel. Alors, ces slides, on me les a préparés. On m'a dit que ça existait depuis 12 ans. Et j'espère que c'est bien vrai. C'est toujours vrai, que c'est d'actualité. En 2010, en fait, il y avait Spécif. Et ça a évolué vers une société savante qui est la CIF, donc la Société euh, en informatique de France. Et, euh, et en fait, un certain nombre de gens se sont dit, ben, ça suffit pas, on a aussi besoin d'une association à caractère professionnel, et c'est Spécif Campus qui a pour idée d'être transparente, équitable, collégiale et qui défend l'ensemble de la communauté, et ça c'est important, et pas seulement ses adhérents. Et donc, Spécif Campus euh, va bien évidemment, donc le I, vous l'avez compris, c'est pour informatique, hein, c'est une association à caractère professionnel au service des personnels du supérieur de la discipline informatique, donc enseignants-chercheurs et chercheurs. Et donc, vous verrez qu'on a des représentants des personnels chercheurs et enseignants-chercheurs dans tous les conseils, donc au CNU, mais aussi au CONRS, au CSI, à l'INS2I, etc., etc. Donc, Spécif Campus se veut acteur de l'évolution des métiers, des carrières, des statuts, des missions des chercheurs et enseignants-chercheurs en informatique. Et c'est indépendant, mais ça fonctionne en bonne intelligence avec la CIF et d'autres organismes et associations. C'est bien une association à caractère professionnel et c'est pas un syndicat. Il y a un conseil d'administration avec une représentation nationale, donc il y a plusieurs établissements et il y a une diversité qui évolue à la fois sur les établissements, et les types d'établissements, IUT, écoles, universités, et alors pluridisciplinaire tout en restant dans l'informatique et pluristatutaire euh, avec des profs, des maîtres de conf, des doctorants et des postdoctorants. Donc en fait, c'est aussi aujourd'hui l'occasion de vous dire, ben, n'hésitez pas à rejoindre l'association, même si vous voyez, il y a des choses qui sont proposées aussi aux autres membres qui ne sont pas adhérents. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du CNU, puis après, on rentrera dans le cœur du sujet. Mais je pense que c'est aussi important de comprendre ce que c'est que le CNU pour comprendre, au moins de se rappeler ce que c'est que le CNU euh, et ce qu'on y fait, voilà, quelles sont nos missions. Donc, le CNU, donc, c'est une instance nationale qui est indépendante et qui a un caractère euh, national. Et en fait, qui va garantir, pardon, l'indépendance et le caractère national de la fonction d'enseignant-chercheur. Il a été créé en 92 et son rôle central, c'est vraiment la gestion des carrières des enseignants-chercheurs, de protéger notre indépendance par rapport aux pouvoirs locaux euh, et de garantir que ben, on a un statut de fonctionnaire d'État. Donc, comment ça se constitue? Il y a 52 sections qui sont regroupées en 11 groupes.
Nous, on est la section 27 pour l'informatique et on appartient au groupe 5 qui regroupe l'informatique et les mathématiques. Les mathématiques, eux, étant divisées en deux sections, la 25 pour les maths et la 26 pour les maths appliquées. Et par exemple, la section 61 qui est assez proche de nous, au moins thématiquement, par certains aspects, euh, ça correspond au génie informatique, automatique et traitement du signal, et eux sont dans le groupe 9. Qu'est-ce que c'est? Pour chaque section, il y a deux tiers de membres élus et un tiers de membres nommés. Donc un jour, vous pouvez être amené à être nommé par le ministère et à rejoindre le CNU. Il y a 50% de titulaires et 50% de suppléants. Et il y a entre 36 et 96 membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la section 27, donc la nôtre, il y a 96 membres comme en section 26 ou 61. Donc c'est pas... Enfin, il y en a d'autres, quoi. Mais on est la section avec le plus grand nombre d'enseignants-chercheurs. Donc forcément, qui dit ça, dit qu'en fait, il y a moins de gens pour nous représenter et pour étudier nos dossiers aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, au 31 décembre 2024, on était 3340 enseignants-chercheurs en informatique dans la section 27. Et la deuxième section en taille, ils sont à 2336. Donc, en fait, on est quand même assez loin. Et je vous ai dit que la section 26, il y avait 96 membres aussi, et ils sont deux fois moins que nous. Il y a des élections tous les 4 ans et le mandat actuel est jusqu'en 2027. Donc si jamais vous voulez vous présenter après, il ne faudra pas hésiter. Quelles sont les missions du CNU? Donc il y a les qualifications en fonction de maître de conférence, les qualifications en fonction de professeur. Je vous rappelle que euh, pour la qualification en fonction de professeur, ce n'est plus obligatoire si on est maître de conférence de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, ce qui est la majeure partie d'entre nous quand on est maître de conférence. La CNU attribue aussi un certain nombre de congés pour recherche ou conversion thématique, donc les CRCT. Donc il y en a qui sont au niveau national et d'autres au niveau local. On attribue aussi des avancements de grade, et c'est de ça dont on parlera, donc ce sont les promotions. On fait aussi le suivi de carrière des enseignants-chercheurs. Et après, on donne un avis sur les demandes de primes individuelles, donc la RIPEC C3, et sur les demandes de promotion interne, donc l'europyramidage, qui a eu ces dernières années. C'est important de dire qu'il y a quand même une certaine déontologie au CNU et qu'il y a par exemple euh, une règle de déport qui est formalisée et qui peut être renforcée par les sections elles-mêmes. Donc, on ne siège pas si on est soi-même candidat. Donc, par exemple, si je demande une promotion, je ne viens pas du tout à la session des promotions. Donc, c'est ni maître de conférence, ni professeur. Je ne viens pas du tout à cette session-là. On ne siège pas si on est soi-même candidat ou si on a un lien de parenté avec un candidat et c'est jusqu'au troisième degré. Et c'est arrivé une année que ce soit au troisième degré que la personne ne puisse pas siéger. On ne prend pas part aux discussions sur un dossier de candidat avec qui on a fréquenté le même établissement au cours des 2 années précédentes, qu'on a encadré, suivi en thèse ou en HDR. Donc, ça veut dire, quelle est la conséquence? Il y en a deux. Ça veut dire, par exemple, que moi, je ne prends pas part aux discussions quand on parle des dossiers de Lille. Ça veut dire aussi que votre dossier, on y reviendra plus tard, mais il doit se tenir lui-même parce que les gens de votre établissement n'auront pas le droit de préciser quelque chose ou pas. Et il y a un respect d'une charte de déontologie qui est commune à toutes les sections et elle est en train d'être remise à jour pour prendre notamment en compte l'IA. Alors, je n'ai aucune idée de combien on est maintenant, mais on va dire que ceux qui voulaient venir ont pu arriver. Et donc, je vais
parler maintenant de l'avancement de grade. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me couper pour me dire parce que je ne vois rien du tout. Alors, il y a deux voies d'avancement de grade. La voie spécifique pour les personnes qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche. Et donc, ceux-là, ça va être typiquement les présidents d'université, les vice-présidents ou les attachés scientifiques, etc. Donc, il y a une liste qui est fixée par arrêté ministériel. Et donc, dans ce cas-là, pour ces personnes-là, il y a un examen des dossiers par une instance nationale. Donc, et cette instance, elle est constituée à 2 tiers des présidents ou vice-présidents de section CNU et un tiers de nommés. Et ça se fait en juin. Et là, il n'y a pas d'examen local des dossiers, donc il n'y a pas de deuxième chance. Donc, normalement, pour la majorité d'entre vous, vous allez être concernés par la voie commune. Moi, j'ai participé l'année dernière aux promotions par la voie commune. Je n'ai jamais fait la voie spécifique, mais ça peut être intéressant si vous avez exercé ce genre de fonction de savoir qu'il y a une voie, si vous exercez ce genre de fonction, qu'il y a une voie spécifique. La voie commune, comment ça fonctionne? Donc, il y a des CAR, des CAC, donc c'est des instances de votre université qui donnent un avis et qui est prise en compte ou non par les sections du CNU. Après, il y a un examen des dossiers par les sections CNU et le résultat, il est binaire. Est-ce que vous êtes prévenu, promu ou non promu? En fait, il n'y a pas de liste d'attente. Si votre dossier n'est pas promu par le CNU, alors il sera examiné en local. Il y a des particularités pour certains établissements, je crois que j'y reviens après, parce que pour certains établissements, il n'y a pas d'examen au niveau local. Quels sont les critères de promouvabilité? Donc, pour passer à maître de conf hors classe, il faut être à l'échelon 7 du grade euh, maître de conf classe normale et avoir au minimum 5 ans de service. Quand on dit qu'il faut être à l'échelon 7, toutes ces conditions sont au 31 décembre de l'année N et donc vous pouvez postuler en année N. Pour passer maître de conférence classe exceptionnelle, il faut 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6 du grade MCF hors classe. Pour passer euh, professeur première classe, il n'y a pas d'ancienneté requise. Professeur classe exceptionnelle 1, il y a 18 mois d'ancienneté dans le grade professeur première classe. Et pour la classe exceptionnelle 2 des professeurs, il y a 18 mois d'ancienneté dans le grade PEREX 1. Donc ça, c'est la promouvabilité. Le contingent d'avancement de grade, donc il y a environ 50% des gens qui vont être promus par le CNU et 50% par les établissements. Et quelques promotions par l'instance de la voie spécifique, comme on a vu tout à l'heure. Et le nombre total de promotions en année N, c'est toute section et établissement confondus, c'est calculé à partir du nombre de promouvables remplissant les conditions d'ancienneté au 31 décembre de l'année N-1. Donc, pour passer, enfin, le nombre de promotions maître de conférence, donc de la classe normale à la hors classe, c'est 10% des promouvables. Et de la hors classe à la classe exceptionnelle, c'est calculé en fonction de l'objectif d'avoir 10% des maîtres de conférence dans ce grade. Et donc là, vous voyez que du coup, pour passer en classe exceptionnelle, il faudra attendre qu'il y ait quelqu'un qui parte à la retraite ou qui quitte ses fonctions. Pour le nombre de promotions PR, c'est 18% des promouvables pour passer de la seconde classe à la première classe. De la première classe à la classe exceptionnelle 1, c'est 15% des promouvables. De la classe exceptionnelle 1 à la classe exceptionnelle 2, c'est 15% des promouvables. Ces chiffres-là, bien évidemment, ce n'est pas le CNU qui décide, c'est le ministère qui décide.
Et on a beau faire des... euh, demander à ce qu'il y ait en particulier plus de promotion au niveau hors classe, classe exceptionnelle. Eh ben, on essaye à chaque fois, mais c'est le ministère qui nous dit combien on va en avoir chaque année. Donc ça, c'est l'évolution du nombre de promotions par la voie commune donc entre 2021 et 2025 par grade. Et vous voyez que, en gros, pour les maîtres de conférence, ben, ça a drastiquement euh, chuté. On est passé de 826 promotions hors classe en 2021 à 411 promotions hors classe en 2025. Et 224 promotions classe X à 134 en 2025. Alors ça, c'est en partie dû aussi au repyramidage. En tout cas, c'est comme ça que le ministère l'explique, mais on voit que ça a drastiquement chuté. Euh, pour les professeurs, quelle que soit la section, soit ça a bien augmenté pour la PR, pour la première classe, soit c'est à peu près resté stable. Et vous voyez que globalement, le nombre de promotions a largement chuté. Si on rentre un peu plus dans les détails, vous avez le nombre de candidats. Alors, je pense me souvenir que le nombre de candidats, ça doit être le nombre de candidats au CNU. Et après, vous avez le nombre de promotions données par le CNU et données par les établissements. Et donc, voilà, il y a, on voit que les établissements en donnent finalement un peu moins quand même que le CNU, globalement. Euh, et on voit que ben, on a quand même perdu une trentaine de promotions en 2 ans. Toujours des statistiques. euh, donc ça, c'est en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vous rappelle qu'on calcule le contingent par rapport euh, au nombre principalement au nombre de promovables, sauf pour les classes exceptionnelles où c'est 10% du corps. Et donc, sur les 694 promovables en 2025, il n'y en a que 213 qui ont déposé leur dossier au CNU et on a donné 30 promotions parce qu'on n'en avait que 30 à donner. Et donc, ça fait un taux de pression de 7,1. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, vous les avez devant les yeux, mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on est une section contingentée avec une forte pression. Et donc, ne pas avoir la promotion ne signifie bien évidemment pas que votre dossier n'est pas de bonne qualité. C'est juste qu'il y a des gens qui, euh, pour qui on a trouvé que le dossier était meilleur. Et ça, c'est une autre statistique que je trouve intéressante, c'est que je vous ai dit que pour être promouvable, euh, par exemple, pour passer au rang, les différentes promotions au rang professeur, il n'y a pas il n'y a pas de conditions de promouvabilité, par exemple, pour passer de PR2 à PR1. C'est 1 an et 1 an pour les deux autres. Et vous voyez qu'en fait, les médianes et les moyennes, ça vous donne un peu une idée. Et ça vous donne aussi pour les maîtres de conférence, ça vous donne aussi une idée euh, ça fait combien de quelle est, voilà, quelle est l'ancienneté dans ça doit être l'ancienneté, oui,
dans le corps. Attention, c'est l'ancienneté dans le corps, hein. Donc 27 ans dans le corps et pas 27 ans après la classe normale quand même. Nous partons tard à la retraite, mais pas à ce point-là quand même. Et je viens aussi, c'est important aussi pour les jeunes maîtres de conf qui ont dû être recrutés, enfin en tout cas les maîtres de conf qui ont été recrutés après 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il me semble que c'est 2009, il y a eu une, un changement. On a mieux pris en compte l'ancienneté des nouveaux maîtres de conf. Et du coup, il y a encore des gens qui ont été recrutés avant et qui n'ont pas eu cette revalorisation de carrière, qui ont parfois eu une inversion de carrière et qui n'ont pas été promus alors qu'ils le méritent sans doute. Mais ils ont mis beaucoup plus de temps à atteindre ce septième échelon parce que ils n'ont pas été, euh, leur carrière n'a pas été revalorisée avant de la même façon que les nouveaux. Et donc, ben, oui, parfois, ben, c'est vrai, on arrive déjà au septième échelon, mais voilà, il faut se souvenir que, il y a des gens plus anciens qui attendent depuis plus longtemps, mais ils n'avaient pas forcément l'opportunité de déposer un dossier, la possibilité de déposer un dossier avant. Cette année, le calendrier d'avancement de grade, donc vous pouvez dès à présent déposer votre dossier, donc depuis le 13 janvier et jusqu'au 13 février, 16 heures. Du 28 mars au 3 avril, vous pourrez saisir des observations sur les avis des CAC. Et du 1er au 5 juin, vous pourrez saisir des observations sur les avis et les propositions du CNU. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Donc, il y en a principalement quatre. L'ancienneté depuis le recrutement pour les euh, maîtres de conf classe normale et le dernier grade pour les autres. C'est important de se souvenir que c'est le dernier grade pour les autres. Donc, ça ne sert à rien quand vous êtes professeur de reprendre toute votre carrière. Il n'y a que le dernier grade qui va être pris en compte. On va regarder en enseignement les modules enseignés, les différentes responsabilités pédagogiques que vous avez. Est-ce que vous faites de la pédagogie innovante, ce genre de choses? En quoi vous vous distinguez par rapport aux autres? On va regarder la recherche, donc la production scientifique en termes de qualité, bien sûr, le rayonnement, les différents projets, l'encadrement doctoral que vous pouvez avoir. Et on va regarder les tâches collectives. Donc, il y a une différence entre les responsabilités pédagogiques, les responsabilités en termes de recherche et les responsabilités administratives. Dans les responsabilités administratives, on va par exemple trouver tout ce qui va être directeur de département et qui va avoir de la gestion de ressources humaines dans la tâche. Donc, par exemple, si vous avez des BIATS, si vous gérez des BIATS, ben, ça va être là, ça va être considéré en tâche collective. Vos participations au conseil, donc on va considérer plutôt aux conseils centraux à ce moment-là, donc de l'université, et puis au CNU, à la l'HCRS, dans les ANR, enfin à l'ANR, pas dans une ANR, euh, ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément toujours évident de savoir votre responsabilité, à quel endroit elle se trouve, mais éventuellement, quand on présentera vos dossiers, on fera le transfert. Mais essayez quand même de suivre ces indications-là. Donc, conseil pratique, c'est maximum 15 pages sans les annexes. Évitez de mettre 45 pages d'annexes. Voilà. Euh, Et on vous demande de mentionner rapidement votre parcours et surtout de présenter uniquement les faits depuis la dernière promotion.
j'ai pas marqué ici, je me souviens plus si je les ai mis dans mes slides, le nombre de dossiers qu'on étudie, mais on étudie, je vous ai dit hein, au départ qu'on était une grosse section. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de candidats. On étudie en peu de temps. Et, euh, et donc, ben, des dossiers où on nous raconte des choses qui sont hors phase d'analyse parce qu'on ne peut pas prendre en compte ce qui a été fait avant le changement de grade ou de corps, ben, c'est pas possible. Il faut éviter, comme je dis aux étudiants, il vaut mieux se mettre le correcteur dans la poche, ben là, il vaut mieux se mettre le rapporteur dans la poche. On évite les dossiers avec des listes ou avec que des listes et que du texte. Et donc, faites un tableau de synthèse lisible. Donc, pour l'enseignement, pour la qualité, avec la qualité du public, votre encadrement. Expliquez les contextes particuliers. Je me souviens d'un collègue, donc nous à Lille, en section 27, on a un seul laboratoire, Cristal, mais il se fait qu'il y a un ou deux collègues de la section 27 qui ne sont pas dans ce laboratoire. Et bien ça, c'est un contexte particulier parce que les collègues du CNU, ils vont avoir l'habitude, ben, Lille, il n'y a qu'un seul laboratoire, donc c'est forcément Cristal. Sauf que là, ben non, c'est pas forcément Cristal. Donc si vous avez des contextes particuliers, donc ça, par exemple, c'en est un. Si vous enseignez dans une euh, faculté qui n'est pas des sciences et technologies pour X raisons, voilà. Mais ben, du coup, votre poste, il est dans cette faculté et c'est plus difficile d'avoir des enseignements poussés en informatique et vous allez peut-être plus faire de la bureautique. Donc ça, c'est aussi des contextes particuliers. Si vous êtes en IUT, on s'attend bien évidemment pas à ce que vous ayez des enseignements en master, etc., etc. C'est important que vous détaillez à quoi correspond chaque tâche et si vous pouvez préciser le temps et donc à quoi ça correspond et le temps que ça vous prend par an ou ce genre de choses. Donnez des indications. Il y a des choses qu'on sait, qu'on imagine, mais en fait, normalement, on ne devrait pas avoir à interpréter, c'est à vous de nous dire les choses. Et donc, ben, par exemple, être membre du CNU, ben, ok, très bien, mais les, c'est quoi les sessions que j'ai faites? Parce qu'il y en a 5 par an et je ne fais pas les 5 par an. Donc voilà, et je pourrais ne siéger qu'à une, voire à aucune, et pourtant je suis euh, membre euh, de la section 27 du CNU. Donc ça, c'est important de dire, ben voilà, ok, je suis responsable, je suis euh, à la commission finance de la faculté, mais elle se réunit tous les combien? Elle se réunit toutes les semaines ou elle se réunit 2 fois par an? Vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout la même chose et on aura plus de facilité à voir ce que vous faites, à comprendre ce que vous faites si vous nous détaillez, ne serait-ce qu'un minimum les tâches, puisqu'il faut faire 15 pages maximum dans l'ordre d'idées, et que pour les maîtres de conférences qui veulent passer hors classe, euh, c'est c'est toute votre carrière que vous décrivez. Donc ça peut commencer à être compliqué. Il faut suivre la trame donnée sur Galaxy et aussi la note à la candidature qui est propre à la section CNU. Donc, un bon dossier de promotion va mettre en avant les points saillants que je vous ai dit pour les différents points A, E, R, T qu'on avait vus ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Une fois encore, je ne vois rien du tout. Je me sens revenue au temps du Covid à faire un cours devant des écrans noirs. Euh, Ensuite, des conseils pratiques. Mettez les niveaux de qualité SJR des revues ou corps des conférences. Euh, Après, euh, on va pas juger
que avec ça. Mais c'est vrai que ça aide. Parfois, il y a des conférences qui sont mal notées sur corps. On peut voir aussi qu'elles ont baissé sur corps ou ce genre de choses. Donc, c'est bien évidemment, c'est pour l'année de publication de votre article. Et en fait, là, euh, dans la section, on est sur différentes thématiques de la OCNU. Dans la section, on est sur différentes thématiques et il y a quand même des chances qu'il y ait quelqu'un au moment où on fait les promotions qui connaissent ce domaine-là ou des gens qui ont l'habitude du CNU de voir des dossiers et qui commencent à connaître un peu les revues, les conférences et qui sont capables de dire, bah oui, mais cette conférence, même si elle est de rang B ou C, en fait, elle est vraiment très très bien dans le domaine, elle est très largement reconnue, ce genre de choses, quoi. Euh, mais nous, on ne va pas aller chercher et c'est plus facile si vous nous mettez l'information. En particulier si vous avez des publications qui sont parues dans des journaux de qualité. Euh, pour tout logiciel, on va vous demander de donner des éléments de visibilité, téléchargement, le nombre de lignes de code, ce genre de choses, parce que ça fait aussi partie de le nombre d'utilisateurs, enfin, euh, ça fait partie aussi des évaluations et on peut accepter que quelqu'un publie moins euh, d'articles scientifiques si il fait du développement logiciel. Expliquer tout point posant question, donc pourquoi il y a un trou de publication, quelle a été votre implication dans je ne sais pas trop quoi, quelles sont quand vous avez des co-responsabilités, comment sont réparties les tâches. Et bien distinguer responsabilité pédagogique et collective. Donc responsabilité d'UE, d'année, de filière, ça, ce sont des responsabilités pédagogiques et responsabilités qui entraînent un encadrement de BIAT, c'est des responsabilités collectives. Attention à tous mes amis et collègues qui sont euh, directeurs de département dans les polytechs, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu. Autant on sait ce que c'est qu'un chef de département à l'IUT. Voilà, ça, c'est considéré comme beaucoup, beaucoup de travail. À l'université, c'est considéré comme déjà, je sais pas, dans l'imaginaire des gens, c'est déjà un peu moins de travail. Et alors à Polytech, on considère que c'est pas grand-chose. Bah, expliquer ce que c'est parce que voilà, moi je suis passée par Polytech et donc je sais à quoi ça correspond. Mais si vous êtes, voilà, je parle de Polytech parce que j'ai déjà vu le cas, mais n'hésitez pas à expliquer si vous n'êtes pas à l'université ou dans un UT, ben, comment ça fonctionne chez vous. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de collègues qui sont au CNAM ou ce genre de choses. Ben, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à inclure des attestations. C'est pas des recommandations, mais c'est bien des attestations. Donc par des responsables de formation, d'établissement, d'équipes de laboratoire, tout ça pour dire euh, ce que vous faites exactement. Comment on, on évalue les choses en section CNU 27? Donc, les sections CNU avec l'intégralité des promotions qui leur sont disponibles. Donc, on en a 30, on en donne 30. D'accord? Et on n'a pas une de plus, mais on n'en donne pas moins. De toute façon, on voit vraiment beaucoup de très bons dossiers. On va hiérarchiser des dossiers comparables. En fait, on va hiérarchiser les dossiers, donc c'est comparable à un concours. Donc on fait une évaluation relative aussi. Donc une fois encore, ne pas avoir la promotion ne signifie bien évidemment pas que le dossier n'est pas de bonne qualité. Les dossiers sont étudiés par une triplette.
du CNU, donc 3 membres du CNU, qui vont analyser un ensemble de dossiers du même site. Donc, on a environ 37 dossiers qu'on étudie au sein de la triplette. Donc, chaque dossier est lu par 2 membres de la triplette et le troisième va être là en spectateur pour voir si déjà les deux vont être d'accord l'un avec l'autre et faire déjà une comparaison au sein du même site et au sein des dossiers qu'on a pu étudier au sein de la triplette. Donc, on va discuter en amont de la session au sein de la triplette pour classer les dossiers en 3 groupes, en retrait, à promouvoir et à discuter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, donc moi j'étais sur la partie promotion en professeur, donc j'ai étudié les dossiers professeurs et par promotion, j'avais le droit de mettre entre un et 2 dossiers à promouvoir. D'accord? Donc on pouvait en avoir une dizaine, plus d'une dizaine à étudier et on n'avait que un à 2 dossiers à mettre à promouvoir. Donc vous voyez que c'est vraiment, il y a une très grosse tension en fonction des... Il peut y avoir une très grosse tension. Donc voilà. C'est présenté en session. Donc on présente tous les dossiers, même ceux qui sont considérés comme en retrait, et on vote. Euh, on a 2,5 jours pour les maîtres de conférence et 2,5 jours pour les PR sur une même semaine. Et c'est au mois de mai. Et on a des référents qui veillent à l'égalité des chances et à la parité. Ça me fait penser qu'il y a 2 choses que je n'ai pas dites. C'est si vous avez un, un handicap, n'hésitez pas à l'indiquer. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails et on ne veut pas votre euh, dossier médical. Mais si vous avez un handicap, quel qu'il soit, eh ben, ça peut avoir une incidence sur votre travail. Peut-être que vous n'êtes pas à 100%, peut-être que, voilà, ça peut plein de choses. Et donc, ça peut donner un éclairage sur votre dossier. Et donc, n'hésitez pas à le mettre. Que ce soit vous qui ayez un handicap ou c'est arrivé que des collègues disent que leur enfant avait un handicap et qu'ils étaient aidants ou ce genre de choses, quoi. Donc, voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour les femmes, le congé maternité, et on considère 1, euh, pardon, on considère 18 mois qu'il y a une perte en fait euh, de 18 mois quand on fait un congé maternité. Et donc, c'est comme si la personne avait 18 mois de plus d'ancienneté. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé ce que j'avais à vous dire.